Bonjour à vous tous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez aujourd'hui. Donc, nous nous retrouvons Éco-Club, comme nous appelons d'ailleurs les clublistes. Alors, aujourd'hui, nous allons donc débattre, échanger sur ce plateau autour de quel thème? Le thème très intéressant, étant bien entendu modeste, souveraineté alimentaire, est-ce possible? C'est un sujet qui est d'actualité. Nous échangeons bien entendu aujourd'hui sur ce thème, devenu thème d'actualité mondiale, nous le savons, depuis les événements en Ukraine. D'ailleurs, tous les pays d'Europe et du reste du monde s'y intéressent, se posent cette question-là. La Guadeloupe n'a pas attendu ces événements en Ukraine, qui se déroulent en Europe, bien entendu, pour aborder cette question. Maintenant, il faut s'interroger. En Guadeloupe, chez nous, est-ce possible d'atteindre d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler une autonomie alimentaire soutenable? Alors, au cours de cette émission, nous aurons bien entendu à définir le concept, ce que nous entendons par autonomie, souveraineté alimentaire. Définir le concept, s'intéresser aussi à notre modèle de consommation alimentaire, se poser aussi la question, est-ce qu'il suffit seulement de se gargariser du concept souveraineté alimentaire pour sortir dans ce qui paraît, selon certains, une utopie et entrer véritablement dans la réalité. Comment agir? La production, la transformation, la commercialisation, beaucoup de questions se posent. Voilà un peu, chers téléspectateurs, et à vous, chers amis cubistes, le cocktail thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, notre ami Nico est avec nous? Ok. D'abord, eh bien, oui. Raphaël, à toi. Bonjour. Bonjour tout le monde, bon dimanche. Et puis, voilà, bon débat. On verra un petit peu comment ça va se passer. Bon débat. Alors, à toi, Ramaï, bonjour également. Bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent, et puis bon dimanche à tous, et j'espère que nous allons répondre à l'aspiration de ce que vous attendez de nous. Très bien. René. Bonjour tout le monde à côté de nous, bien bonjour, c'est là qui part en présence, pour Nico, mais bien bonjour pour Colé aussi qui pour arriver ou qui pour participer qui peut venir. Et à cas côté que je dis là, nous effectivement classique quand même, un certain nombre d'élités à niveau là ça. Merci. Alors, on me confirme la présence de Nico avec nous en visio pour dire d'abord un grand bonjour à Nico, s'il nous entend. Oui, tout à fait, je vous entends. Nous n'avons pas le retour en image. Merci technicien. Bonjour, ça va? Merci. Alors Nico, bonjour. Et comme chaque dimanche, content de te voir parmi nous. Nous sommes aussi. Surtout, nous sommes le sentiment d'être loin, mais malheureusement, heureusement, la visio, la modernité nous rapproche. Et donc, merci encore d'être avec nous pour débattre de ce thème, souveraineté alimentaire, est-ce possible? Alors, tu es très proche de nous, on a le sentiment de l'éloignement. Je me fais le plaisir de te déroger là-dessus, de t'entendre là-dessus, n'est-ce pas? D'accord. Nous transgressions en quelque sorte les habitudes des co-clubs qui consistent d'abord à commencer sur le plateau. Mais à toi, Nico. Alors, souveraineté alimentaire, Nico, en Guadeloupe, on sait que c'est tout ce qui se passe en Europe, n'est-ce pas? La guerre en Ukraine, c'est une question d'actualité mondiale. Alors, la Guadeloupe, comment elle se positionne là-dessus? Quelle est ton analyse, la définition de ce que tu entends par souveraineté alimentaire? Je crois qu'il faut que nous puissions d'abord être très clairs sur ce sur quoi nous débattons. Alors, moi, j'ai envie de dire une chose qui va peut-être surprendre. C'est une question politique. C'est-à-dire qu'on tente de nous faire croire que c'est une question simplement, on va dire, économique, d'entrepreneurs, d'organisations, mais c'est une question politique, éminemment politique. Parce que si nous sommes aujourd'hui à terre,
dans cette question-là, c'est peut-être pas la faute à Voltaire, mais c'est la faute à Colbert. Nous sommes des héritiers, bon gré mal gré, du pacte colonial, au terme duquel on ne produit pas, mis à part pour alimenter la métropole, et on consomme tout ce qu'on nous envoie parce que notre territoire est un territoire du monopole, de l'exclusif de ceux qui, en métropole entre guillemets, exportent. Et quand on pose la question de la souveraineté alimentaire, c'est rompre avec le pacte colonial et rompre avec l'exclusive colbertiste. Donc, j'aime bien dire que c'est une question politique. C'est ça, c'est la première idée. Après, on voit, on décline, on discute, mais je me refuse à penser que c'est une affaire d'économistes, d'entrepreneurs, d'organisateurs. C'est une question éminemment politique d'abord, et puis, pour y répondre, je pense qu'elle est éminemment citoyenne. Voici les deux idées que j'ai à émettre sur cette question d'argent. Alors, on a entendu Nico là-dessus. Nico met en avant le caractère très politique de cette question, dit-il. C'est une question, bien entendu, qui est évoquée au plus haut niveau du monde, au niveau des instances onusiennes, n'est-ce pas? Mais il y a ce côté politique qu'il met en avant. Alors, quelle réaction? Comment voyez-vous les choses, chers amis? Peut-être... on commence à la droite. Merci. Il faut qu'on fasse le débat. Oui. Non, il est clair, soyons que Nico a bien posé les bornes du débat. D'un côté, c'est politique, de l'autre côté, c'est citoyen. Alors, dans la dimension politique, il y a effectivement tout ce canal historique, donc de pré- et post-esclavagiste autour du contrat de fermage de la Guadeloupe. La Guadeloupe est un comptoir sur lequel la France, dans un premier temps, déverse tout ce qu'elle a, prend ce qu'elle a besoin éventuellement, mais c'est considéré comme un territoire de consommation. Et c'est clair, les exploitateurs déroulent. Ça continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est après, il y a eu la mondialisation, la globalisation, et ce schéma-là s'est étendu à tout le monde. Ça veut dire que la France elle-même, par rapport aux États-Unis, est considérée comme un comptoir, d'autres pays, etc., et ces rapports sont restés. Je crois que moi, ce que je voudrais dire, c'est plus sur le côté... Bon, ce canal historique, il faut travailler là-dessus. C'est clair qu'il faut récupérer du pouvoir politique, du pouvoir de décision. C'est pas ce qu'ils appellent la domiciliation. Ça n'a rien à voir. C'est la capacité d'autodétermination sur un certain nombre de domaines. Alors, ça part de quoi? Et c'est là le côté citoyen m'intéresse. 3 constats, je ne suis pas économiste. 3 constats. Premièrement, l'analyse de ratio, en quelque sorte. Même s'ils ne sont pas, comment dirais-je, figés, mais au moins dans la dimension globale. Le premier, c'est bon, quelles sont nos ressources, quelle terre de ressources nous sommes? Qu'est-ce qu'on peut produire? Qu'est-ce qu'on a naturellement? Qu'est-ce qu'on fournit? Notamment sur le niveau alimentaire, mais on peut poser le même problème au niveau énergétique. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on produit réellement? Et le troisième terme du ratio à calculer, qu'est-ce qu'on importe et qu'on fait venir? Il y a d'autres paramètres à analyser, c'est celui de la balance, entre produit intérieur, on peut appeler ça comme ça, ce qu'on fait, on fait, et puis exportation, ce qu'on fait venir. Et à partir de cette analyse-là, dégager ce qu'on veut, ce qu'on prend sur nous, ce qu'on assume nous-mêmes comme notre autodéveloppement, et ne pas tomber dans un schéma de consommation, parce que c'est pas simplement un schéma d'exploitation économique ou financier ou de droit, enfin de douane fiscale, c'est aussi un schéma de désir, de volonté. C'est pour ça que ça devient citoyen. Quelle part on veut assumer nous-mêmes, donc de mise au travail des gens de notre propre pays pour notre propre consommation. C'est ce que je dirais pour l'instant. Je crois que je retiens une chose sur tous les derniers, tout c'est extrêmement important, mais en fait, la dernière dose que tu nous as donnée, il s'agit pour nous, comme on dit chez nous, nous des tapes en les fesses à nous. Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. Donc, la notion politique... Pour produire. Pour produire. Ça, c'est une conscientisation, engagement individuel. Et bien sûr, par rapport aux politiciens, plan d'action. Plan d'action. Concrètement, quels moyens on met en place, les moyens concrets que les gens produisent. Donc la dimension politique, elle est présente dans la définition de ce concept. Mais je me pose la question aussi,
bon, en fait, nous sommes des êtres humains, il y aurait certainement un côté de droit. C'est un droit, c'est peut-être le droit des peuples aussi, avoir droit à l'alimentation, sans doute. Je ne sais pas, Ramaï, il y a le côté politique, mais il y aurait sans doute un droit, le droit humain, pour que les individus doivent pouvoir se nourrir correctement. Je serais tenté de dire, effectivement, hein, la politique est venue perturber tout ça. Il faut une volonté politique, ça c'est sûr. Là, je serais d'accord avec Nico, comme avec notre Lionel. C'est vrai. Mais il y a le côté économique. Quoi qu'on dise, même si on a la volonté politique, je prends un exemple pour bien illustrer. On fait des ignames en Guadeloupe, un coût qui est un coût. On fait des ignames en Dominique, qui est un autre coût. Et nous sommes à quoi? À moins une cinquantaine de kilomètres de distance. Et comment peut-on avoir des ignames en Guadeloupe pour aller concurrencer les ignames de la Dominique? Ou alors, on va faire nos ignames en interne, on va consommer nos ignames. Il n'y a pas de pays indépendant et alimentairement parlant. Tous les pays, aujourd'hui, on voit bien que les pays sont interdépendants. Et d'ailleurs, c'est cette interdépendance entre les pays, entre les continents, et l'homme a pensé qu'avec cette interdépendance, il n'y aura pas de guerre. Et on a bien vu aujourd'hui, ça a volé un éclat avec la guerre en Ukraine. Parce qu'on pense que tout le monde est l'un est dépendant de l'autre. Donc, par conséquent, il n'y a pas de raison de se battre entre nous. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça n'a pas tenu. Donc, il y a cette dimension économique à voir. On peut produire quelque chose, on a la volonté politique de produire quelque chose, mais si ce n'est pas rentable, quel que soit le pays du monde, vous serez obligé de baisser les bras et faire autre chose. C'est vrai que la volonté politique, on a des créneaux de développement en Guadeloupe, parce que quand même, on a des secteurs où on peut ne pas importer certains produits. Mais toujours est-il, il y a cette dimension politique. C'est une conséquence de la mondialisation. Comme je répète, il n'y a pas de pays indépendant sur le plan alimentaire. Tous les pays, l'un dépend de l'autre. On aurait pu, comment dirais-je, avec la mondialisation, on a bien vu, comme on disait en off tout à l'heure là, on veut faire du lait en Guadeloupe, c'est toujours le même problème. Mais on prend du lait, je sais pas moi, à l'autre bout du monde, et ça revient à 3 fois moins cher. Et c'est là, ça c'est le côté de cette mondialisation en outrance qui fait que aujourd'hui le monde est balbutiant parce qu'il y a une rupture au niveau liée à cette guerre en Ukraine et bien d'autres facteurs encore. Il peut y avoir d'autres facteurs énergétiques, climatiques. Donc on voit bien que c'est pas si facile que ça, et surtout lorsqu'il s'agit de faire quelque chose qui soit rentable pour le pays. Alors, on a bien entendu l'analyse de Ramaï. C'est la question des produits qui entrent chez nous. Je crois qu'il y a cet aspect-là qui a été évoqué. On reviendra là-dessus, bien entendu. Mais alors, René, Kanya dit, écoutez les amis, est-ce que c'est une question politique, uniquement politique? Est-ce qu'il y a le côté juridique, un droit que nous avons, nous, à nous nourrir, à avoir une alimentation saine et de qualité et durable aussi. Alors, il y a la parole là-dessus. Si vous voulez, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui est développé en particulier lors de sommet organisé par la FAO à Rome en 1996. Ça va remonter. C'est effectivement un problème politique. Et le concept-là, ça a été développé par l'Organisation internationale à paysans, qui c'est via comme Pessina. Et concept là, ça a été opposé, c'est pour ça que c'est un problème politique de fond, à organisation qui était faite des marchés agricoles mis en œuvre par l'OMC, qui était basée en ultralibéralisme. Donc c'était des conceptions différentes. Politiquement, c'est des conceptions complètement différentes. La souveraineté alimentaire, d'ailleurs, à un moment-là, ça, il était présenté, il y avait d'autres concepts complémentaires qui étaient à Vineveille, qui était la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire.
qui concerne en particulier la quantité d'aliments disponibles, l'accès aux populations, etc. Et puis l'utilisation biologique des aliments et le problème de la prévention des gestions de crise, tu as posé tout ensemble un problème là. Ça. Donc, il était déjà en avance par rapport à la situation actuelle. Au niveau local, ça a traduit par quoi? Ça a traduit par mettre en place une agriculture de proximité. C'est-à-dire qui a pour objectif de nourrir la population là à dans région ou bitin local là. Oui. Donc, si vous voulez, les cultures vivrières en particulier et l'agriculture raisonnée, qu'on a dit, c'est l'agriculture familiale, l'agriculture qui est opposée à l'agriculture industrielle et au grand bitin, c'est élément essentiel justement à la souveraineté alimentaire. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un problème politique de fond, puisque c'est un problème de politique dès qu'ils ont envisagé à niveau de l'agriculture. C'est pour ça que dans la souveraineté alimentaire, ni un côté favorable, par exemple, à l'agriculture paysanne ou l'agriculture biologique, et en particulier en opposition à ça, il a créé les plantes transgéniques, c'est-à-dire les plantes modifiées génétiquement et tout ce qui à ça. Donc, si vous voulez, c'est la question politique de fond là. C'est-à-dire, on je crois là, qu'on prend là, pour la population à manger et pour permettre une agriculture qui est véritablement au service de la population là. Et sur le plan international, d'ailleurs, ça a traduit par deux vitesses, c'est que, premièrement, on peut toujours autoriser soutien aux paysans, mais en condition, c'est qu'il ne va pas mettre en cause sécurité à d'autres, c'est-à-dire qu'à pas pour pratiquer obligatoirement des prix inférieurs à l'autre là qui est l'autre côté là. C'est-à-dire qu'il était qu'à remettre en cause la question du dumping, parce que nous parlons de l'aide. Mais ça qui arrive nous pour l'aide, c'est que le dumping international fait que nous trouvons nous. Et c'est justement politique là ça que, si vous voulez, la souveraineté alimentaire, qu'on remet en cause. C'est la politique de dumping. Et troisièmement, il a dans la partie, il a dit qu'il faut laisser la possibilité de permettre qu'il y ait justement un certain nombre de barrières douanières qui sont appropriées pour empêcher justement que dumping là, ça évite là, nous couler ça au café et permettre justement paysans là ni ont revenu décent qui permettre de vivre. Donc, si vous voulez, c'est concept là ça qui se concept là. Problème là qu'a posé actuellement pour nous, c'est que si ça était déjà valable à l'époque, parce que l'économie en nous au niveau agricole, il est basé en l'activité, il est basé en juste les deux grosses productions d'exportation, hein, banane et canne, hein, pour la France. Et qui a une direction bien précise et a un marché protégé. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas été conçu restant les productions vivrières et tout ce bidon. Et c'était des bitins qui étaient à côté, qui étaient capables de permettre moun par misère à manger, etc., etc. Mais pas été conçu comme un bitin qui alimenter véritablement la population là. Or, c'est revenu dans d'autres types de production beaucoup plus raisonnés, c'est-à-dire que c'est ça l'agriculture paysanne, c'est ça qu'on va parler des produits, mais pas produits en seul bitin spéculatif, en seul denrée spéculatif, mais produits dans la diversité, aussi bien si vous voulez, la partie liée à fleurs ou manger, floral, zèbre, tout ce qui est ça, manger, etc. Et la partie animale. De telle façon qu'on a une exploitation qui est véritablement, si vous voulez, durable et qui permet aux gens là de revenus, non pas en bouton en année, mais en revenus à dans différents types de production chaque année. Et en même temps, nourrir la population. Donc, c'est essentiellement ça. C'est fondamentalement ça. Et pour actuellement, problème là, si vous voulez poser après, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons, effectivement, contrairement à la mondialisation qui prend l'autre sens là, avec l'OMC et tout ça, nous trouvons dans une situation où nous avons une répartition des biens dans le monde, qu'on dit tout à l'heure là, c'est-à-dire certains pays plus rapportent ça, peut-être d'autres pays, etc. Et avec ça qui passe en Ukraine là, qui est là dans laquelle à la fois l'Europe et les États, et on dit qui paye fin à présent, là, on trouvait dans une situation où les sanctions et tout ça qui prises contre la Russie, ils retournaient aussi contre les pays qui prennent les sanctions, c'est-à-dire qu'on est en pénurie aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau alimentaire et tout ça. Et tout le monde là a commencé à parler des problèmes à souveraineté alimentaire dans tout le pays d'ailleurs.
Et pour nous qui régions périphériques à présent, parce que nous sommes des régions périphériques à l'Europe, Oui. des par statut en nous, des par conditions en nous. Oui, et des par conditions en nous aussi, nous liés à la France et à l'Europe, etc. Nous qui sommes des zones périphériques, nous encore plus sous dépendance à niveau là ça. Donc nous ressentons cette crise là encore plus fort. Et c'est pour ça que ça a vu en urgence que nous poser ces questions-là, ça et ces problèmes-là, ça. Mais ça a commandé la souveraineté alimentaire et l'autonomie énergétique, mais ça a commandé, effectivement, non pas simplement des posés pour parler, mais des vrais moyens qu'on mettre en place pour réaliser réellement, c'est-à-dire qui moyens à la fois politiques, financiers, organisationnels qu'on va mettre en place pour organiser. Oui, alors, chers amis, hein, c'était débatteurs, les clubistes, toi aussi également, Nico. Allez, on continue là-dessus, hein, mais allez, oui. Allez. Enfin, selon notre ami Bouchon, ça veut dire qu'on doit lancer un certain nombre de productions sur le plan local, avec une volonté politique, bien sûr. Oui, ça c'est. Mais ça veut dire aussi. C'est la réponse, hein. Dans cette méthode-là, ça veut dire qu'on doit mettre des barrières douanières. Oui. Pour pouvoir protéger notre production. Donc, on ferme les frontières. Oui. Alors, aujourd'hui, oui. il y a cette interdépendance. Ça veut dire que quand on va parler d'alimentation, on peut sur le plan alimentaire autonome, on a la capacité de le faire. Mais maintenant, on ferme les frontières. Ça veut dire qu'on peut avoir des ignames moins chers à côté qu'on ne peut pas recevoir. On va venir à ça. Ça, c'est la douane. Mais il y a aussi, par exemple, et le reste, les médicaments, le linge. Oui. Le prêt-à-porter, les voitures pour aller commercer. Il faut avoir des voitures pour aller commercer. Ça, il faut de l'énergie. Donc, c'est un bloc. Et je ne suis pas tellement et je termine, dans ce contexte de fermeture et de protection à outrance des marchés. Oui, non, c'est pas mais là, c'est pas une fermeture. Tu exagères un peu, Raymond, tu le sais très bien. Tu lèves un épouvantail qui fait peur à personne. C'est pas un bloc. Tu es comme moi, beaucoup dans la Caraïbe. On connaît l'histoire de... Le meilleur exemple, c'est l'Argentine, hein, par rapport à l'école de Chicago, par rapport au blocage qu'ils ont eu, comment ils sont sortis, et comment... et les négativistes, c'est pas un bloc, c'est des protections que tu te donnes dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas que l'extérieur ne peut pas concurrencer. Tu vas à Saint-Domingue, pour donner l'exemple, le rhum de Guadeloupe ne rentre pas, parce qu'ils produisent du rhum eux-mêmes. Un certain nombre de produits comme ça. Je prends que ça. En Argentine, c'est pareil. Il y a eu toutes les règlements de l'OMC, ce qu'on appelle l'école de Chicago, pour redresser l'Argentine. Ça les a étouffés complètement. Et ils sont arrivés à des niveaux d'inflation de 40 ou 50% par an. Ils se sont redressés en disant non, stop, on ne paye plus rien, on arrête ça. Et maintenant, quand vous allez en Argentine, il y a tout un équilibrage qui s'est refait et qui marche très très bien, et à partir de nouveaux rapports. Et ça reprend un petit peu tout ce que disait René, de rapports raisonnés et équilibrés entre les ressources internes, la consommation raisonnable interne, sans remettre en cause les droits des gens, et puis la production. On revient à ça. Donc, ressources, production et consommation. Non pas à l'image d'un regard, d'une vitrine extérieure qui te donne toute espèce de choses, y compris des trucs inutiles et des fantasmes des Occidentaux, mais à partir de ce que tu fournis toi-même. Et ça, c'est possible. Et dans l'exemple de la Caraïbe, tu parles souvent de Saint-Martin ou des choses comme ça. Pas Saint-Martin, Saint-Barth et tout. Tu vois très bien que la réflexion économique qu'il y a dans ces pays-là n'est pas du tout une réflexion d'assujettissement à des logiques complètement externalisées. Alors, je me tourne déjà vers Nico. Nico, tu te rends compte, le débat est lancé, les analyses sont exposées. On a bien entendu René qui parlait des intentions tout à fait louables dans l'émergence même du concept. Il a parlé de la FAO, instance, je crois, spécialiste de l'ONU, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il y a eu des règles peut-être éditées au début, mais force est de constater qu'il y a transgression de ces règles-là, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la misère, il y a des pays il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim. Alors, Nico, quoi faire? Il y a eu transgression de ces règles, à l'évidence, n'est-ce pas? Nous, en Guadeloupe, petit pays, territoire,
doit-on rester là à attendre, ou du moins mettre en action, en quelque sorte, les moyens nécessaires pour redresser la barre? Moi, je suis très intéressé par ce que René vient de dire sur le global. Il a dit des choses très importantes. D'autant qu'actuellement, il y a un sort de recentrement dans les marchés intérieurs. Le fait que, par exemple, ce qu'on appelle les BRICS tentent de se mettre de l'ordre chez eux, parce que ce qui caractérise les BRICS, c'est qu'ils ont un potentiel exceptionnel en termes de développement. Ils ont un marché intérieur fou, hein. Quand tu vois des pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie ensemble, leur caractéristique, c'est attention, nous voulons développer le marché intérieur, pour le dire comme plaisir. Hein. Bon. Et donc, ça veut dire que quand tu as de la ressource naturelle, quand tu as de la potentialité, quand tu as de la population, tu te recentres un peu, quoi. Tu te recentres un peu et tu penses que pour toi-même, par toi-même, c'est un chemin. Bon. Alors, par contre, pour nous, faut peut-être se calmer un peu. Nous sommes 400 000 quand même. Il paraît qu'on peut mettre tous les Guadeloupéens à l'aéroport Paul Caraïbe. Si tu organises un zouk, tu invites tous les Guadeloupéens, ils vont tous les danser sur l'aéroport. Bon, donc ça devrait nous calmer et nous dire que small is beautiful. C'est-à-dire qu'à notre mesure, il est bien nous plus fin quand même. On doit pouvoir faire des choses. Et pour ça, il ne faut pas se contenter de compétences. Il faut avoir du pouvoir et l'exercer. Il ne faut pas se contenter de dotations. Il faut avoir des moyens financiers, comme disait René, une stratégie d'enrichissement. Hein? Et il ne faut pas se contenter de gesticulation. Il faut une vraie démocratie qui soit citoyenne, forte et éduquée. C'est ça qu'il nous faut faire à notre petite échelle. Et je rassure Raymond, il n'y a pas de problème. Hein? Même si on interdit aux fouilles à pain de la Dominique d'entrée, et que ces fouilles à pain à nous qu'à manger, les médicaments pourront entrer, il n'y a pas de problème. Hein? Okay? Donc, c'est ça que je veux dire, Jean. Soyons raisonnables, à notre échelle, à notre mesure. Arrêtons ces folies de cette consommation extérieure qui nous aliène. On peut beaucoup, à 300, 400 000 personnes sur une terre comme celle-là qui a la ressource. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, à l'export, on peut s'intéresser à l'export, il y a des niches peut-être, des niches stratégiques avec de fortes valeurs ajoutées, une limité pour mon panier, dans le médicament par exemple. Bon, il y a des savoir-faire, il y a de la formation, on peut exporter. Mais l'idée de se recentrer à notre mesure, que la souveraineté se décline, qui est politique, dans le champ de la production alimentaire, c'est un début. C'est un début. Et d'ailleurs, et j'en finirai là, le terme de souveraineté a même évolué au plan politique, puisque la France accepte aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie ou les Caléquis soient en souveraineté partagée. Donc tout est envisageable. Tout est envisageable. C'est ce que je voulais dire. Alors, vous voyez, il y a plusieurs axes qui sont lancés, mais messieurs, nous savons très bien comment circule, il y a la mondialisation. Quand un pays décide d'acheter un produit ailleurs, à l'extérieur, fait des choix stratégiques en matière de production qui ne privilégient pas forcément ces marchés, c'est que peut-être parce qu'il a la possibilité d'acheter moins cher. Je me disais qu'il y avait, nous le connaissons, c'est le débat, ce que nous connaissons très bien, cette théorie des avantages comparatifs. Si peut-être c'est moins cher d'acheter en Chine au lieu de produire ici, on aura donc des gains une situation plus, en tout cas au niveau du coût de la commercialisation, le fait de produire chez nous coûte plus cher. Alors très souvent on se trouve en face de cette réalité. Alors je vous écoute là-dessus. Oui. Alors il ne faut pas confondre la dimension économétrique et la dimension comptable et la dimension de gestion.
C'est ce qu'on voit. Bon, c'est le retour d'expérience qu'on a maintenant par rapport à toutes les externalisations, les délocalisations, etc. C'est évident que tu gagnes d'un point de vue comptable, ça revient moins cher. Mais d'un point de vue de gestion, donc redistribution, vision globale, intégration, insertion des gens, développement du secteur, tu perds énormément. Et le problème de cette évolution de mondialisation, c'est qu'elle a suivi un raisonnement essentiellement économétrique. Donc, je prends souvent le bouquin de Zig Stiglitz, donc, qui était à la Banque mondiale, à la Banque mondiale, qui parle de éloge à la cupidité. On est dans une économie monétariste, c'est-à-dire c'est le sou, donc en termes de comptabilité. Et dans la vision globale, on est complètement perdant. On le voit maintenant, tous les problèmes, toutes les fractures qui en sont en France sont des fractures sociales, sociétales, liées au travail, parce que le travail, c'est aussi l'insertion, parce que le travail, c'est aussi la dimension socioculturelle, c'est l'identité d'un pays, c'est pas simplement de l'argent qui circule. Et donc là, il y a une grande perte. Et puis, le préalable, alors bien sûr, qu'il y a tout ça, c'est qu'on n'a pas de récit collectif. Et quand on parle de la dimension politique, c'est ça. C'est quoi ce pays? C'est quoi? C'est aller-retour, c'est comptoir, c'est l'économie de comptoir, ça rentre, ça sort. Quel est le récit collectif? Quel est le récit politique qu'on met derrière tout ça et qui fait que l'identité peut rejoindre l'appartenance et peut alimenter des phénomènes qui sont des phénomènes de nation? Alors... Non, en tout cas, il dit très rapidement. Oui. L'économie de comptoir, pas jamais enrichi au peuple là. Il est toujours enrichi. T'as là qui n'est bien là en main, c'est-à-dire, et puis c'est ça extérieur là qui est bon. L'autre jour, on était qu'à attendre la télé, et on était qu'à suivre ça bien. Les Boug, t'es qu'à expliquer qu'ils sont en train de relocaliser en France, en production, que jusqu'à présent, ils ont été laissés à la Chine. Oui. Ils ont fermé les savoirs technologiques qui ont été mis en France. Ils ont fermé, c'est bien, et ils ont délocalisé en Chine. Et M. a dit, pourquoi ils ont remettre ça? Ils sont obligés de reprendre ça en main, remettre ça en place. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les Chinois enrichis et les ouvriers chinois pichaient, et bien là, ils reviennent aussi bon marché qu'avant. Parce qu'ils comprennent que les Chinois ont produit pour venir plus malheureux. Ils n'ont pas produit pour venir plus malheureux. On fait accumuler les prix évoluer, les coûts évoluer. Pourquoi? Parce que les travailleurs ont demandé un pouvoir d'achat plus important, etc. Donc, son vision à très court terme, comme ça. Une vision à très court terme, mais qu'on mettait à bab. Pourquoi? Parce qu'on mettait mon en chômage, ou pète tout un certain nombre d'investissements qui ont été logistiques à Kazao, puisqu'on fermait tous ces bidets à ça. Donc, en réalité, on va retrouver obligé à un moment là, ça, ou dépenser l'argent pour vous créer tous ces bidets à ça. Ou perdant à long terme, à moyen terme ou à court terme, ou penser qu'on a gagné. Mais c'était aujourd'hui pour pas voir demain. Oui. Et ça n'a pas qu'à être plus loin que ça. Or, en économie, il a construit en vision. Il n'a pas qu'à construire simplement en spéculation pour n'y pisser l'argent, par exemple, etc. À part comme ça qu'on économie qu'a construit. Sinon, c'est une économie qui a déstabilisé très rapidement. Et c'est ça qui est en train d'arriver actuellement dans tout un certain nombre de pays européens et autres. Et vers phénomène-là que nous connaissons là, actuellement. Alors, à Kazan, nous, c'est encore plus grave. Oui, alors, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde. Parce que quand tu parles qu'on a fait un certain nombre de choix, la France, pour produire un certain nombre de produits, pour me répéter, ailleurs qu'en France, alors que la France aurait pu faire. Mais parce que ça revenait à moins cher, on a produit par exemple en Chine. Aujourd'hui, que les prix s'équilibrent et que on n'a pas les retombées qu'on attendait en France, donc la France a plus autant intérêt d'avoir le produit chez elle. Mais c'est une question de coût économique. Nous revenons encore sur le problème du coût économique. Tant que c'est plus avantageux, je produis ailleurs, chez toi. Mais à partir du moment que ce n'est plus rentable pour moi, eh bien je vais produire chez moi. Mais maintenant... À la différence que ça, ce n'est pas tout à fait des raisons économiques, c'est des raisons spéculatives. Mais il y a totalement différent. Aujourd'hui, selon moi, il y a deux grandes raisons à ça. On a eu le Covid, on a vu un peu les limites
de la mondialisation avec le Covid, où les gens, on ne pouvait plus circuler ni en voiture, ni en bateau, ni en avion. Et donc, il fallait avoir une certaine autonomie. Chaque pays devait avoir une certaine autonomie. Donc ça aussi, ça a remis en question un certain nombre de choses. Et chaque pays devait s'organiser pour au moins, on a vu par exemple sur le plan des médicaments, sur le plan de l'alimentation. Et chaque pays doit pouvoir avoir le minimum. Ça, c'était un. Aujourd'hui, avec la guerre, deuxième cas, avec la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a encore un problème qui se pose. Peut-être un peu différemment, par exemple le blé, qui est produit en grande partie en Ukraine. Eh bien, aujourd'hui, on voit dans certains pays d'Afrique, il y a des problèmes d'alimentation en blé pour pouvoir nourrir la population. Donc, si l'Afrique produisait à ce moment-là, peut-être qu'on aurait eu le problème, ça serait posé de manière moins aiguë. Donc, et là encore, c'est lié par un problème des conflits internationaux, par la production qu'on doit, la mondialisation qu'on voit qu'il y a une certaine limite. Il faudrait peut-être voir la mondialisation un petit peu à plus réduire un petit peu les voiles pour pouvoir donner à chaque pays quand même la possibilité d'avoir un minimum. Et donc, et c'est valable pour la Guadeloupe. Donc, je ne vois pas la différence. Donc, c'est toujours lié à un problème économique. La critique que je fais, je suis d'accord avec Rebo. Mais la critique, ça me fait penser à la phrase de notre ami à tous, en tout cas cher à mon cœur, Macron, qui parlait d'abondance. On a fini la fin de l'abondance. Et en fait, c'est pas ça du tout. Et je rejoins René encore une fois. Le problème est un problème de spéculation et donc de ce que j'appelle cupidité, et donc un problème de redistribution. Certes, il y a une phase d'abondance, mais tous les États et toutes les interconnexions entre les peuples fonctionnent sur les schémas de redistribution. Or, les schémas de redistribution pendant la période d'abondance, alors l'abondance, c'est quoi? Et l'abondance pour qui? C'est ça, c'est le schéma de redistribution. Les schémas, c'est quoi? C'est que les pays qui étaient producteurs n'étaient pas ceux qui étaient bénéficiaires principalement de leur abondance. Et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en fait, c'est l'énergie qui compte. La Russie emmerde tout le monde, mais c'est elle qui détient tout le patrimoine énergétique de l'Europe. Donc, la redistribution en période d'abondance ne s'est pas faite de manière équitable ou raisonnée. Voilà. Elle s'est faite sous les schémas de cupidité. Le mot est spécial, cupidité. C'est-à-dire d'enrichissement exorbitant. On voit la discussion qu'il y a maintenant par rapport à Total, par exemple aux gens qui ont profité du Covid, etc. Maintenant qu'on arrive en pénurie, et par rapport à ce que tu disais, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un recentrage. On arrive à pénurie. On va demander aux gens, si on ne remet pas en cause les schémas de redistribution, on est où là? Parce qu'on ne va pas redistribuer la pénurie sur la même vision. Parce que là, les peuples sont mis à demeure. À demeure de quoi? Mais de se révolter. Alors, c'est bien dit, mais je veux poser la question. On va revenir tout à l'heure sur la Guadeloupe précisément, mais quand on regarde un peu, chers amis, l'état du monde, la question de la souveraineté, peut-être, nous l'avons toujours posée ici, nous, petits territoires à la périphérie. Mais j'imagine, la France ne se posait pas cette question avec, de manière aussi forte depuis avant la guerre en Ukraine. Alors, on doit se poser la question, est-ce que les événements qui relèvent de la géopolitique, n'est-ce pas, de l'état mondial, des relations internationales, géopolitiques, ces éléments-là, ces situations-là, ne viennent pas perturber l'organisation économique mondiale, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler véritablement dans le grand français la géoéconomie. C'est-à-dire les pays, c'est une question que je pose, n'est-ce pas, qui, avant, s'étaient organisés en fonction de les avantages comparatifs. Moi, je ne produis pas du blé parce que produire du blé me revenait moins cher. Et le monde s'accommodait comme ça. On disait, bon, les choses, et que subitement, la politique, la géopolitique est venue perturber les choses au point où chaque pays se trouve obligé de se replier sur lui-même et se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, globalement, je crois que cet aspect-là, c'est un aspect qu'il faut retenir. Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est celui des règles de la redistribution, ce qu'on appelle les règles internes. Qu'est-ce qui définit ces règles? C'est exactement, on est au cœur du débat. Que l'Ukraine soit puissante en blé, colza, parce qu'il y a des grandes plaines, il y a des grands marchés qu'on peut mécaniser, comme l'ancien Far West américain, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la justice interne qui répartit les clés de distribution entre
le blé qu'elle fournit au pays, à quelles conditions, qui gagne de l'argent réellement entre les intermédiaires. On a le même problème pour le cacao maintenant. Le producteur, au départ, gagne le même argent, il vend son cacao au même prix, et on sait déjà que pour Noël, les prix vont augmenter de 3 ou 4, vont être multipliés par 2 ou 3. Il y a un décalage entre la production et la consommation, parce que entre les deux, il y a des règles de redistribution, des règles d'organisation interne et de justice ou d'équité interne qui sont complètement bafouées par l'économie capitalistique. Faut appeler un chat un chat. Oui. On va peut-être revenir un petit bout à ce que tu disais, Raphaël. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord qu'il faut voir comment répartir la richesse. Voilà. Mais aujourd'hui, il y en a qui prenaient, notamment les pays de l'Est, en modèle. Et notamment ce qui se passe en Russie, on voit avec les oligarques qui sont puissamment riches, presque une puissance d'État, mais qui vivent, par exemple, s'ils produisent du blé ou du cacao, que sais-je, mais ce sont eux, effectivement, qui récoltent dans un pays à régime socialiste et tendance communiste. Alors, ils n'ont pas à ce niveau-là de leçons à donner à l'Occident. Là, c'est très politique. C'est ça que je dis. C'est très politique, ce que je dis. Mais ils n'ont aucune leçon à donner à l'Occident à ce niveau-là. Le modèle de la Chine, c'est du capitalisme. Exactement. La Chine, Cuba, qui s'ouvre au capitalisme, c'est le moins mauvais des solutions aujourd'hui. Non. Faut pas confondre le capital et le capitalisme. C'est deux choses différentes. Le capitalisme, c'est une conception politique, étatique, etc. Le capital, c'est toujours nécessaire pour le développement de tout pays. Pas ni bon pays qui est développé ici, pas ni capital. C'est là. Ensuite, c'est l'organisation sociale et tout ça qui compte. On aille vite. Alors, notre ami Nico est avec nous, bien entendu. Nico, alors, ton approche sur... Tu as écouté les points de vue, les débats. Alors, si on doit recentrer ce sujet-là, cette question sur nous, la Guadeloupe, alors concrètement, il faut aussi que nous nous mettions au travail, n'est-ce pas? Il y a la grande vision mondiale, oui, on abordait tout à l'heure, mais localement, alors, parce que nous avons 1 heure d'émission aujourd'hui. Hein. Oui, alors on va faire vite. On va faire vite pour arriver au dessert rapidement. Alors, Jean, localement, ça passe par manger local. C'est simple, manger local. Et décliner... oui, non, ça, il n'y a pas d'autre solution. Le reste, c'est du bavardage, hein. Il faut manger ce qu'on produit. Il faut produire pour manger ce que le pays peut porter. C'est clair. Oui. Et il faut décliner ça. Évidemment, mais si tu produis localement et que tes enfants veulent manger à McDo, et on veut manger ce qu'on voit dans les films américains, ou je ne sais pas. Donc, ça veut dire que l'éducation citoyenne, la formation... l'inventivité aussi, l'ingéniosité aussi de ceux qui préparent les repas, hein, tout ça. Donc, mais je dis sincèrement, Jean, hein, je redis ça, pour 400 000 personnes, c'est pas un problème normalement. C'est pas un problème. Oui. Il y a d'autres problèmes. Hein, non, pas dit d'autres problèmes. Ça, je pense que un conseil régional conscient, engagé politiquement, des paysans intelligents comme nous avons, parce qu'historiquement, nous avons des paysans intelligents, historiquement, on peut dire ça en vrai. Ils n'ont pas perdu leur temps à faire des masters ou des doctorats, mais ils sont intelligents. Le jardin créole, c'est un signe d'intelligence exceptionnelle. Donc, il faut, à mon avis, autour de pensées simples, telles que manger ça nous café, manger créole, manger guadeloupéen, manger notre production, libérer les intelligences. Et peut-être que dans ce contexte, tout le monde... dans ce contexte, tout le monde se recentre. Peut-être les créoles, hein, bon, c'est un mot qu'on l'homme mais l'intelligence créole a peut-être quelque chose à dire aussi. Et ça, il faut la mettre en route, il faut la libérer. Et je crois aussi en ça. Je crois aussi en ça. Donc, des choses simples pour 400 000 personnes, un pouvoir qui s'exerce, une volonté politique affirmée, et puis faire confiance au collectif.
Alors, c'est bien dit, René, bon, l'intelligence, mettre en avant l'intelligence, mais l'intelligence, c'est aussi, on doit, dans la manière de consommer, notre modèle de consommation, mais aussi dans l'organisation de la production, l'organisation de la commercialisation. Est-ce qu'il n'y a pas mais bien sûr, tout un certain nombre de questions vont se poser et sur lesquelles il faudra qu'on travaille. C'est tout le problème à maîtriser les intrants, par exemple. De façon qu'on n'est pas dépendant au niveau des intrants, on va parler à la fois pour s'ouvrir, enrichir là et tous ces bits-là, ça, pour pas... toutes ces questions-là, ça qui est posé. Est-ce qu'on va mettre au cas consommer toute une série de produits chimiques qu'on va faire venir, ou est-ce qu'on va baser l'expérience et l'expérimentation et la connaissance locale et l'expérimentation pour faire ce développement-là, ça? Est-ce que... quel type d'agriculture on va mettre en place? C'est toutes ces questions-là, ça. Et intelligence-là, il a. L'autre jour, encore, c'est l'INRA. L'INRA a développé un certain nombre d'habitants là à partir de... C'est partir de l'intelligence connue, vécue, pour pouvoir la développer, lui donner un caractère moderne. Mais c'est comme ça que nous doit fonctionner. On va être fonctionner à l'époque, nous n'avons pas parlé d'un temps souverain qui pour nous pas commander revenir en temps souverain, puisqu'en temps souverain c'est un temps à misère et tout ça. Pas commander pour nous pas commander ça. Mais il y a un certain nombre de productions qui étaient faites, faut qu'elle compte de ces expériences là ça pour voir qui Jean-Jody joue au cas adapté à la nouvelle situation là et a besoin d'autosuffisance sur le plan alimentaire, etc. pour remettre ces bidons en ordre du jour. La grosse transformation, c'est qu'un bitin essentiel. Non, mais c'est clair. Mais moi, je veux prendre une expérience que j'ai eue il y a 20 ans, peut-être, à force de dire 20 ans, ça fait peut-être 25 ans. C'était donc en Martinique à Sainte-Marie. À l'époque, le maire, c'était Guy Lordino, qui a été député et tout ça. Donc on mettait en place un projet de restauration scolaire avec une société qui existe toujours et qui fonctionne très bien. Et donc, elle a obtenu la concession de service public pour mettre en place la restauration scolaire dans la commune. Et donc, on était avec la société. Et la consigne, c'était débrouillez-vous de toute façon pour qu'au moins 2 fois ou 3 fois par semaine, les gens mangent local. Et donc, on était obligé de remonter en amont, d'aller vers la production, donc dans toute cette Paris et compagnie, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir. Parce que c'est bien gentil de dire on donne à manger aux enfants locaux, mais il faut que la production soit faite. On a essayé, on a accompagné, on a suivi, on a fait tout ce qu'il fallait, on n'est jamais arrivé. Parce que la production... Parce que la production ne se fait pas. Et donc, très concrètement, très physiquement, très organiquement, il faut que tous les sachants, on parle de l'INRA, on parle... Mais à l'époque, on s'était même intéressé au Crédit Agricole. Tous les gars qui avaient été formés par toutes ces écoles-là sont partis à la banque et ne sont pas allés sur le terrain. Et donc, il faut que le terrain soit structuré, soit organisé pour qu'une production collective, je ne veux pas dire de masse, mais collective puisse être faite pour respecter un certain nombre de choses. C'était pareil pour McDo. Quand McDo est venu ici, la seule concession qu'il voulait faire, c'est éventuellement les salades. Je me rappelle très bien, on était encore dans le truc. Et ils pouvaient prendre les salades en Guadeloupe, tout le reste venait de France. On n'a jamais fourni assez de salades à McDo. Et donc, les salades aussi viennent de l'extérieur. Donc, René, pour revenir à ça, il y a vraiment... le développement, c'est un récit, c'est un concept, c'est tout ce qu'on veut. Mais très concrètement, au ras des pâquerettes, c'est une organisation physique d'aide, d'accompagnement, de culture de poste, de culture du travail, de culture de métier, de culture de spécialisé, pour que les gens puissent produire quand on veut, pas quand ils veulent, mais quand on veut, et selon des séquences qui sont des séquences bien précises. Mais tu sais, le problème, c'est qu'il y a eu des tentatives d'organisation. Moi, je regarde par exemple, il y a une coopérative, la CICAPA, qui est une coopérative paysanne guadeloupéenne. Elle s'était positionnée pour le marché au niveau des cantines, etc. Un certain nombre de maires ont marché, mais nous avons l'eau qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé produits importés qui étaient revenus à moins cher. Et deuxièmement, ils sont en train de mettre coopérative là, qui en difficulté. Pourquoi? Parce que quand on va traiter avec les collectivités, on va payer au moins 3 à un délai de 3 mois.
3 mois, 4 mois, aux paysans là qui livraient. Il n'a pas de Oui, trésorerie. parfois plus. Paysans là qui livraient marchandises là. Et besoin ni l'argent pour réinvestir dans le. Donc, si vous voulez, c'est tout un problème d'organisation qu'il y a aussi à l'entour de ça. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Comment ne pas, comment dirais-je, être favorable à consommer ce qu'on produit. Et on a des capacités. Bien sûr. On a des capacités pour produire, peut-être pas tout, mais dans certains créneaux, on peut inonder le marché, et vite. Alors, c'est une question effectivement d'organisation, de volonté politique, mais le savoir-faire, nous l'avons. Hein. Oui, nous avons. Nous l'avons, on n'a pas besoin d'aller chercher, on sait faire. Seulement, il faut organiser le marché et il faut aussi organiser la commercialisation. Parce qu'on a des produits, par exemple, pour les cantines, mais on ne peut pas amener des patates d'eau dépluchée, n'importe comment, sales. C'est ça. Donc, il y a une manière de présenter le produit pour que nos cantines, nos restaurants puissent utiliser un produit comme les produits qui viennent d'ailleurs. Oui. Pour pouvoir utiliser ce produit-là. On achète des pots de petits pois, c'est vite fait, mais ça, et puis mais il faut préparer nos produits à ce genre d'utilisation, que ce soit prêt à la consommation. Ce discours concernant la présentation des produits, ce discours-là est soutenu ici localement. Peut-être, je peux accepter, hein, mais je sais qu'il y a je prends un exemple clair. Ça m'arrive encore ce matin, ça m'arrive tout le temps. J'adore les bananes. On va pas aller loin. Dans toutes les grandes surfaces qu'il y a maintenant en Guadeloupe et partout, tu trouves des pommes, des pêches, des poires, des oeufs bidous, tout ce que tu veux, magnifique, machin. Pour arriver à trouver une pâte de banane à peu près correcte, c'est les Croix et la Bannière. Oui. Et j'avais l'exemple encore hier. Donc, effectivement, il y a un problème. C'est toute la filière. Ça veut dire d'éducation, de formation, pour faire satisfaire le client. Je suis devenu un client exigeant. La question de la commercialisation. Oui, et de packaging, en fait, tout ce qui va avec. Et c'est là qu'intervient la volonté politique. Absolument. Le conseil régional est habilité à faire ce genre de choses. Il ne s'agit pas de me donner de l'argent à faire du carnaval. Il faut faire le carnaval, mais il ne s'agit pas de faire que du carnaval. Il faut aussi investir l'argent. Là, on en a besoin. Faire les ponts, faire les routes, d'accord, faire le carnaval aussi. Mais il y a aussi le développement agricole. C'est une volonté politique qui est dans la compétence, pas de M. Chalus, hein, depuis autant de M. d'Esbertrand. Hein, José Moustache, c'est depuis. Hein. C'est pas Chalus qui est responsable de ça aujourd'hui. C'est l'organisation du secteur. Mais il faut la volonté politique. L'organisation, et je reprends le terme qui a été beaucoup utilisé, l'éducation. Bon, en Guadeloupe, il y a toujours pareil. Il y a 20 ans, on a travaillé, je pense à un gars, je vais lui nommer son nom, comme ça il va savoir que je ne l'ai pas oublié. C'était M. Saint-Cyril. On a travaillé avec Carubana sur la banane qualité. Bon, on ne va pas rentrer dans tout le process, mais c'est stupide, la banane qualité. Bon, le français, pour lui, la banane, c'est jaune et c'est uni. Point. Le Guadeloupéen, pour lui, la banane, c'est tacté. Parce que c'est comme ça qu'on mange de banane. Bon, ça passe pas. Et pas de muisserie. Mais la différence entre la banane jaune lisse et la banane tactée, c'est dans la manutention. Quand la banane va toucher n'importe quoi, des petites feuilles, des petits ceci, des petites cela, il va y avoir des petites blesses. Et quand ça part en mûrisserie, les blesses deviennent des traces. Et les Français l'achètent plus. Alors que quand tu l'as épluché, on a travaillé là-dessus. Mais le budget qu'on avait, on a travaillé avec ça. On a travaillé 6 mois, 8 mois. Mais attends, mais il fallait voir aussi qu'est-ce que l'ouvrier agricole était. Quel était l'état de l'ouvrier agricole à l'époque? Quel était l'état des syndicats? Alors, je me rappelle, bonjour à un certain nombre de personnes, dont mon ami Nobertin, etc. Et à l'époque, mais c'était pas possible. Donc, effectivement, il y a une vision. C'est pour ça que je dis qu'il y a un récit à avoir. Il y a une vision à avoir, et puis ensuite, on retrousse les manches et on y va. Mais c'est tout à fait possible pour tous les fruits. Je voulais ajouter encore une dernière chose avant de passer la parole au suivant. Oui. C'est qu'il y a aussi l'aspect, et là aussi, dans le circuit de développement et d'organisation du marché de la production locale, mais il y a aussi le facteur humain. Il y a le facteur social, mais il y a le facteur humain. Il faut qu'on soit plus, plus sérieux. Exigeant. Plus exigeant envers nous-mêmes pour réussir ce qu'on fait. Parce que souvent, ça finit par des détournements. Parce qu'il y a beaucoup de subventions là-dedans pour organiser le marché. Et ça finit par des détournements. On finance des voitures de la maîtresse, des enfants. Il y a toutes sortes de choses. Et c'est là le facteur de sérieux et le cœur planté dans la Guadeloupe. C'est à ce moment-là qu'on voit qui est Guadeloupéen, qui n'est pas Guadeloupéen. Et c'est pour ça peut-être qu'on a cette différence entre la réussite économique de Saint-Barthélemy et cette réussite qu'on n'a pas encore
pu mettre en place en Guadeloupe. Alors Nico, nous allons t'écouter parce que on me signale la fin de l'émission, bon, malheureusement. Nico? Oui, Jean, ce que je voulais dire, je suis d'accord avec ce qui a été dit, sur le fait que le cœur de cette affaire-là, c'est la citoyenneté intelligente, formée, et faire confiance aux Guadeloupéens dans un espace un peu protégé et encadré. Je suis d'accord avec ça. Pour conclure, s'il faut conclure, moi, je voudrais lancer un hommage à une jeune femme qui s'appelle Rachel Lolia, oui, qui a créé des produits qu'on appelle type au pays. C'est-à-dire que nos enfants doivent manger des choses saines, de qualité, bio, et la Guadeloupe peut en produire. Elle a monté une chaîne de production autour du typo pays, fait des produits du pays. Et cette affaire-là marche. Elle marche tellement bien que, il y a quelques concurrents un peu, c'est normal, mais elle tient, et c'est un exemple, parce qu'il faut être exemplaire dans ces affaires-là pour que, contaminer l'ensemble des gens. Et deuxièmement, on a besoin d'entrepreneurs. C'est ça aussi, Jean. C'est vrai, être fonctionnaire, c'est bien. Il y a une très jolie chanson de Jacob Desvarieux. Je me rappelle Jacob qui a rencontré en madame, qui a dit chérie, on y l'agent. Il dit non. Puis il a dit ils vont fonctionner. Bon, bref. On a besoin de fonctionnaires, certes, mais on a besoin d'entrepreneurs. Et Rachel Lolia, c'est un exemple de jeunes Guadeloupéens formés, entrepreneurs. Il faut multiplier les initiatives. Alors, évidemment, j'en m'attends là-dessus, je ne vais pas le décevoir. J'aime l'entrepreneur qui sait associer le profit, la rationalité à l'utilité sociale. Bon. Et Rachel Lolia, c'est un exemple. René, le mot de la fin, c'est bon. Voilà. Donc en fait, c'est possible. C'est possible. Tout n'est pas possible, mais c'est possible. C'est possible. Et il faut que politiquement, on soit clair sur nos objectifs, notre vision. Alors René, pour terminer... Non, mais je dirais à Nico que je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut nous nier entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il faut nous des gens qui nient l'esprit d'entreprise. Partie de ça, nous nie pour créer. C'est pour ça qu'on parle de l'agro-transformation, on parle de tous ces bidets à ça. Il faut nous nier ces gens-là ça, et il ne faut pas nous considérer que ces gens-là ça, parce qu'il y a des entrepreneurs, parce qu'il y a c'est des patrons, c'est des capitalistes, etc. À part comme ça, vous voulez développer au pays ou vous ne voulez pas développer au pays? Ou vous voulez créer une situation pour permettre vous maîtriser le destin ou pas? Et c'est comme ça aussi qu'on a fait. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important. Et la souveraineté alimentaire, c'est extrêmement important dans un contexte où vous voulez véritablement maîtriser le développement à pays et destin. Alors, c'est bien dit. Alors, nous retenons une chose, c'est que c'est possible, la souveraineté alimentaire. Nous n'avons pas pu, malheureusement, approfondir cette question, puisque la circonstance a voulu que l'émission dure 1 heure pour cette fois-ci. Oui. Alors, et puis la souveraineté énergétique, c'est le point qui est extrêmement fondamental aussi. Vous le demandez, chers amis, je le ferai, d'exprimer votre déception, puisque nous étions venus pour 1h30. Je sais que vous venez de loin, n'est-ce pas? Il y a ceux qui viennent du Moule, ailleurs, dessous. Mais en fait, c'est comme ça, malheureusement. Bon, on aura l'occasion de revenir sans doute sur ce thème-là, puisque la Guadeloupe a besoin de sujets qui concernent son développement, pour son développement. Et merci à vous, personnes ressources, de pouvoir vous rendre ici le dimanche, pour en débattre. Merci, et à vous, téléspectateurs. Nous prenons congé de vous. À dimanche prochain, dans ces conditions, malheureusement. Allez, bye bye.